tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré aux achats responsables. Alors, David Bricciot, je suis conseiller RSE au sein de l'agence Primum Non Nocere et je suis plus particulièrement en charge de toute la thématique d'achat responsable et d'achat durable. Aujourd'hui, la thématique va être de vous donner quelques petits outils et quelques petites règles. Je pourrais arriver à évaluer de manière assez simple vos fournisseurs ou vos prestataires sur un engagement RSE pour un peu décider si vous voulez travailler avec eux ou pas dans une démarche d'achat durable, d'achat responsable. Hop. Donc, tout d'abord, je vous ferai un petit rappel justement sur ce que sont, quelle est alors ça sera très rapide, quelle est la définition des achats responsables. Je vais vous expliquer une méthodologie justement pour essayer d'évaluer vos fournisseurs. Ça sera une méthodologie avec des petits exemples qui seront assez simples. Donc, n'hésitez pas après, dans le fil de la conversation, à poser des questions. Bien sûr, je ne peux pas traiter tous les segments d'achat, donc mes exemples seront peut-être ciblés, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas adaptable à tout type de problématique. Et juste à la fin, je ferai juste une petite comparaison de deux outils justement qui peuvent vous aider dans vos choix de produits et dans vos choix de fournisseurs, bien sûr. Et puis, bien sûr, après, ça sera tout un fil de questions et d'échanges ensemble. Donc, le premier rappel, c'est la définition des achats responsables telle qu'elle est donnée par l'OBSAR, l'Observatoire des achats responsables. Donc, tout achat intégrant dans un esprit d'équilibre des exigences, spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise en valeur de l'environnement, du progrès social et du développement économique. Donc là, nous ne sommes pas juste dans une problématique d'achat où on va se poser des questions sur le coût et la qualité du service rendu. On va aussi se donner des exigences par rapport à l'environnement, par rapport à la santé, par rapport à des exigences sociales. Donc en fait, tout ceci va générer des critères à intégrer dans vos achats et dans vos choix de fournisseurs. Donc notamment dans les constructions de vos cahiers des charges, quand vous voudrez acheter un produit ou commencer à travailler avec une nouvelle entreprise qui vous proposera un service ou un produit. Si vous vous engagez dans cette démarche d'achat responsable, vous allez vous poser toutes ces questions. En fait. Donc, la méthodologie pour faire une évaluation d'un fournisseur et de lui poser les bonnes questions pour savoir justement s'il s'engage dans cette démarche d'achat durable. On va lui poser des questions sur son engagement RSE. Ensuite, on parlera de sa politique d'achat parce que lui aussi, il achète des produits. Nous irons dans le cœur des produits et comment vous pourrez analyser ceux-ci pour savoir s'ils répondent justement à des obligations d'achat responsable. On se posera bien sûr la question des matières résiduelles, donc des déchets, parce que tout produit, tout achat génère des déchets en amont ou en aval. Et en fait, vous devez aussi l'évaluer sur sa manière de gérer ces déchets, ce qu'on appelle les matières résiduelles. Et bien sûr, il faudra lui poser des questions sur sa manière de gérer vos commandes et gérer la distribution. Parce que la distribution aura bien sûr un impact sur l'environnement, sur les utilisateurs, sur un peu toutes les personnes qui entrent en jeu dans cette problématique d'achat. Et donc, c'est quelque chose où il faudra questionner votre fournisseur. Donc, la première partie sur l'engagement RSE. Donc là, on se pose dans une démarche d'achat responsable. Donc, on demande à notre prestataire, à notre fournisseur de s'engager dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, la première chose, c'est de lui demander s'il a rédigé un rapport RSE ou un diagnostic de performance extra-financière. Alors, pour vérifier souvent des engagements de fournisseurs, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus qui le font. Par contre, ils ne sont pas forcément habitués à les rédiger et du coup, on se retrouve souvent avec des documents qui sont très light, je dirais. Un engagement RSE, c'est se fixer des objectifs, mettre en place des indicateurs pour mesurer l'évolution de ces objectifs. Donc, notamment, ils pourront
vous donner des indicateurs en termes d'énergie, leur consommation énergétique, sur leur consommation d'eau, sur leur gestion des déchets et leur propension à essayer de diminuer ces déchets. Donc, typiquement, si vous voulez voir un fournisseur qui s'engage dans une démarche RSE, qui rédige un rapport RSE, il va falloir le challenger là-dessus et lui dire « Oui, mais nous, il nous faut des objectifs et il faut qu'on puisse les suivre. » Donc, typiquement, dans votre démarche, ça doit être intégré dedans. Un rapport qui dit juste oui, on veut sauver l'environnement, on veut avoir une démarche verte ne sera pas suffisant et ne représentera rien par rapport à ça. Alors bien sûr, ce qui est vraiment primordial, c'est que ce soit des fournisseurs qui s'engagent dans des démarches de certification. Donc bien sûr, la démarche de certification ISO 9001 sur le système qualité, mais aussi, alors le mieux, c'est des démarches de management environnemental, qui sont notamment certifiées par l'ISO 14001 et où on peut trouver des lignes directrices aussi dans l'ISO 26000. Et alors, ce que j'ai rajouté à côté, c'est un engagement qui peut être plus fort, notamment quand on part dans un engagement d'un label de qualité, THQSE, Très haute qualité sanitaire environnementale, où là, justement, on va se baser sur tous ces objectifs liés aux normes de qualité et aux normes environnementales. Et en plus, on va rajouter toute la thématique de santé environnementale, qui sera bien plus large, qui prendra en compte les émissions de champs électromagnétiques, l'absence de perturbateurs endocriniens, donc vraiment tout ce qui peut présenter un risque pour l'humain dans son environnement. Et justement, là, on est sur une démarche bien plus globale qui sera mise en place par l'entreprise. Mais bien sûr, à chaque fois, vérifions les documents qui sont fournis et d'avoir des certificats notamment qui soient à jour. Ça peut paraître un peu basique de dire ça, mais je me rends compte en analysant des documents qui me sont fournis par des fournisseurs que souvent, leurs certifications ne sont pas à jour, elles ne sont pas réitérées. Et du coup, on se retrouve dans une situation où peut-être, oui, un jour, ils ont mis en place une démarche 14001, mais ils ne l'ont pas forcément suivie. Et donc là, ça veut dire que l'engagement RSE de l'entreprise s'est arrêté. Alors, ce qui peut être très important, c'est que l'entreprise ait réalisé un BGS, un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que ces BGS ne sont pas obligatoires, c'est pour les entreprises de plus de 500 personnes, mais certaines plus petites le font et mettent en place un plan d'action. Ce plan d'action va aller vers la réduction justement des émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, on est vraiment sur un engagement fort d'une entreprise qui décide de s'engager justement dans cette réduction des émissions et donc notamment justement dans son empreinte environnementale. Et l'engagement RSE d'une entreprise, d'une direction, c'est aussi que ses salariés travaillent dans des bonnes conditions. Donc c'est de mettre en place des plans d'action liés à la qualité de vie au travail. Demandez-leur quelles sont les actions sociales notables qu'ils ont pu mettre en place. Demandez-leur, notamment pour ceux qui récupèrent des produits, qui achètent des produits à l'étranger. Ça peut être des produits en Chine. Déjà, dès qu'il y a des composés électroniques, ça vient souvent d'Asie. Est-ce qu'ils sont sensibles au respect des normes internationales du travail? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose où eux-mêmes challengent leurs fournisseurs? Donc, toute cette première partie, ça va être vraiment évaluer l'engagement global d'une direction et d'une entreprise sur sa démarche RSE. La deuxième partie, ça va être de travailler sur la politique d'achat. Donc, en fait, vous, ce que vous pouvez faire, c'est donner des objectifs sur les manières d'acheter les produits que vous allez avoir auprès d'eux. Donc, notamment, mettez en place une procédure d'achat responsable où vous allez fixer des objectifs justement à votre prestataire, à votre distributeur. Vous allez les challenger sur la mise en place de critères environnementaux et sociaux. Donc, l'exemple que je vous ai mis à côté, c'est de leur dire, écoutez, nous, on veut bien vous choisir, on veut bien travailler avec vous, mais par contre, on va vous fixer des objectifs clairs et précis sur lesquels vous allez nous répondre. Est-ce que vous engagez sur une réduction énergétique? Est-ce que vous travaillez en coût global? C'est-à-dire que quand vous raisonnez sur des achats de matière, est-ce que vous regardez juste le prix ou vous regardez aussi les déchets générés, les matières qu'il a fallu acheter pour mettre en place le produit que vous allez nous vendre? Vous
Vous pouvez leur demander une exigence, bien sûr, sur un étiquetage complet, notamment, je reviendrai après quand je ferai un focus sur le produit, mais sur l'étiquetage complet sur les risques que peuvent engendrer leurs produits ou comment ils devaient être utilisés. Travailler sur la réduction des emballages. C'est une plaie, je dirais, de la part des fournisseurs actuellement sur le suremballage, de ne pas reprendre les emballages. Vous vous retrouvez avec des quantités de carton dont vous devenez le propriétaire dont il faut vous débarrasser. Donc, travaillez avec eux pour leur dire que justement, il va falloir travailler à cette réduction. Et aussi sur leurs émissions carbone. Et là, on sera sur toute la partie, notamment transport et livraison, les challenger sur des optimisations de livraison. Je reviendrai aussi sur ce point à la fin. Et du coup, tout ceci doit être tracé et doit faire l'objet d'une charte d'engagement de vos fournisseurs. Ils doivent la signer. Il faut qu'ils soient au courant des objectifs que vous leur fixez. Il faut qu'ils les acceptent. Et aussi, il faut que annuellement, vous revenez avec eux pour travailler sur ces objectifs et qui sont bien remplis. Et est-ce qu'on peut les faire évoluer? Et ça, c'est un partenariat qui se mettra en place et qui peut être cadré dans le cadre de votre politique d'achat que vous partagez avec vos fournisseurs. Après, on rentre dans le produit. Et là, on se rend compte qu'il ne faut pas juste acheter une utilité, je dirais, mais rentrer vraiment dans le détail de ce que vous allez acheter. Donc, l'exemple que j'ai pris va être surtout sur les produits chimiques ou sur les produits à base de plastique, mais ça peut s'adapter sur énormément d'autres typologies de produits. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous devez avoir la composition exhaustive du produit. L'exemple que j'ai pu mettre sur la droite, c'est pour un produit de mémoire, c'est un collier donc, qui va dans les yeux. On se rend compte que le collier, quand on regarde le contenu, l'étiquette qu'il y a sur le contenu, il n'y a rien qui est signifié. Quand on rentre dans la composition du produit, vous voyez des jolis petits pictogrammes, donc notamment quand on creuse, on se rend compte qu'il y a de l'acide borique qui peut être un perturbateur endocrinien, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'allez pas regarder la composition exhaustive. Et cette composition exhaustive, elle doit être impérativement être demandée à votre fournisseur. Toujours sur la partie produits chimiques, bien sûr, c'est d'avoir ces documentations. Donc, la documentation principale sur connaître le produit et connaître les risques, c'est la fiche de données de sécurité. Ce qui veut dire, ce n'est pas juste avoir une fiche de données de sécurité, c'est rentrer dans le détail d'analyse du risque pour justement savoir quel est le risque que peut présenter le produit pour l'environnement et pour les utilisateurs. De ça, ou soit le produit présente un risque que l'on peut, je dirais, essayer de biaiser en changeant de produit, trouver un produit plus adapté où ce risque aura disparu, ou soit c'est sur certaines typologies de produits. On est obligé de faire avec, mais du coup, il faut avoir une gestion du risque pour les utilisateurs qui doit être mise en place. Et ça, on va le retrouver justement dans la fiche de données de sécurité qui vous donnera notamment des informations sur les EPI, les équipements de protection individuelle, pour justement utiliser ce produit de manière la plus sécure possible. J'ai voulu faire un autre petit focus sur les plastiques, donc l'exemple du biberon et sur les numérotations et la désignation des différents plastiques. Et là, en fait, je voudrais vous parler justement de l'utilisation de votre produit. Il sera dans un contenant, votre produit sera un contenu et en fait, il y a une interaction entre les deux. Cette interaction peut avoir lieu notamment en cas de choc thermique, que ce soit un choc thermique avec une montée en température ou même un choc thermique quand il y a une congélation. Et en fait, il y a une migration entre le produit et le plastique et donc on peut se retrouver avec des particules de plastique qui vont se retrouver dans le produit. Et les plastiques que j'ai voulu mettre en évidence, sont ceux qui sont siglés 1, 3, 6, 7, ou ce sont des plastiques où on a des suspicions de perturbateurs endocriniens. Donc typiquement, l'exemple du biberon qui sera fait avec un de ces plastiques, vous avez des chances que le contenu du biberon se retrouvera pollué par des plastiques qui sont dangereux pour la reproduction et donc pour les enfants
Voilà. Donc, vous devez regarder bien sûr le produit, mais aussi son emballage et dans quoi il est. Quand je parle d'emballage, je parle vraiment du contenant et pas des cartons, où je reviendrai après. Et puis, demandez aussi à votre fournisseur s'il intègre une analyse de cycle de vie, s'il est capable de savoir quel déchet deviendra ce produit, quelles sont les émissions générées par les transports, par la fabrication et quel est le coût des extractions. Et bien sûr, c'est les challenger là-dessus pour essayer de partir sur des produits qui auront un cycle de vie le moins impactant possible. Les questions à leur poser, ça va être sur les matières résiduelles, sur les déchets. Donc en fait, là, j'ai voulu faire un petit focus sur les éco-organismes. Ce sont des organismes qui vont vous aider à la reprise des déchets. Donc notamment, vous connaissez sans doute Corépil pour les piles, Cyclamède aussi pour les médicaments. Ce sont des exemples. Il y a Écomobilier aussi pour tout ce qui est du domaine de l'ameublement. Sachez que les fournisseurs payent des participations à ces éco-organismes et ils doivent justement vous informer sur les possibilités de reprise de vos déchets. Un produit, malheureusement, ça deviendra quoi qu'il arrive un déchet. Donc, si vous avez les informations de revalorisation de vos déchets, c'est ce qu'il y a de plus efficace possible. C'était un peu ce que j'ai voulu mettre dans mon slide, dans la partie en bas. C'est aussi, quand il n'y a pas d'éco-organisme, vous proposer des possibilités de revalorisation, des possibilités de réparation aussi avant que le produit devienne un déchet. Donc, tout ça, c'est des questions, une problématique qui doit être posée à votre fournisseur pour les engager dans cette démarche. Donc, vous devez les questionner et les challenger justement sur cette partie. Après, on arrive dans la partie commande et distribution. Je vois encore des entreprises qui font des commandes par fax. Ça existe toujours. Quel est l'intérêt de ne pas être dans une commande dématérialisée, de proposer des solutions de regroupement de commandes? Nous accompagnons beaucoup de centres hospitaliers. Typiquement, il y a des logiciels qui vous permettent de travailler sur cette partie dématérialisation et regroupement de commandes qui vous permettront aussi que la commande ait un impact faible sur l'environnement. Alors bien sûr, je reviens sur la partie des emballages. Les photos que j'ai pu mettre, c'est des exemples de suremballage. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être refusé pour votre fournisseur. Vous ne pouvez pas accepter de gérer ces déchets qui sont générés par ce suremballage. Ça n'est pas votre responsabilité. Donc eux, ils doivent être au courant que vous n'accepterez pas ça, de recevoir des cartons à moitié vides et aussi de négocier avec eux. Ça peut être mis dans le contrat qu'ils récupèrent leurs cartons, qu'ils récupèrent leurs palettes et que ça reste leur propriété. Voilà. Et aussi sur toute la partie distribution, essayez de mettre en place un partenariat avec des transporteurs et des distributeurs sur un engagement DD, développement durable. Donc, notamment, il existe un label qui s'appelle Objectif CO2 où les transporteurs s'engagent à avoir des camions qui sont aux normes anti-pollution les plus à jour possibles, des flottes qui sont optimisées, des livraisons qui sont optimisées, parce qu'on revoit trop souvent des établissements qui sont livrés 4 fois dans une semaine, alors que 2 livraisons, des fois, pourraient suffire. Vous pouvez le demander, ça peut être une clause contractuelle. Je voudrais, parce que je vois que le temps arrive bientôt aux questions, donc j'ai presque fini, vous avez des outils qui existent. Donc là, je voudrais faire juste une comparaison très rapide. Alors, vous connaissez tous Yuka, donc, qui va vous parler des produits cosmétiques et des produits d'alimentation. Donc, bien sûr, on ne va pas traiter tous les sujets. Le but, c'est de voir jusqu'où on va dans l'engagement RSE. Yuka va faire une analyse des composés et va dire si le composé va présenter un risque pour vous ou pas. Bon, cette information est importante, je ne la dénigre surtout pas. Il existe des plateformes, Primum Nocere a développé ce qu'on appelle le Lab RSE, où là, en fait, pour vraiment vous apporter cette réponse d'évaluation RSE d'un fournisseur, on va regarder plus de critères que juste la composition du produit. Vous allez retrouver la toxicité induite, c'est la composition des produits, mais vous allez retrouver toute la démarche
d'analyse du conditionnement, de l'étiquetage, des déchets générés, de la provenance des matières, des modes de livraison, bien sûr l'aspect financier, et aussi si derrière il y a des labels, des normes et des certifications qui sont mises en place. Sachez que sur cette plateforme, vous avez des analyses de produits qui sont totalement complètes par rapport à tous ces critères, mais aussi vous avez des possibilités de demande d'analyse. Donc, ce qui vous permet d'avoir une analyse la plus complète possible et de prendre vraiment une décision par rapport à l'engagement RSE de vos fournisseurs. Donc, je crois que j'ai respecté pile poil le timing, ce qui nous laisse 10 minutes d'échange, de questions, et je suis à votre écoute. Et donc, s'il y a des interventions, il va falloir débloquer les micros. Et je ne sais pas s'il y a eu des questions sur le chat. Il n'y a pas eu de questions dans le chat. C'est que ça devait être très clair. N'hésitez pas à… Moi, j'en aurais une de question. Oui. Ma question est la suivante. Comment faire face à des fournisseurs réticents à une démarche RSE? C'est parfois difficile. Hein. Ouais, ça peut… Alors, je pense que la difficulté peut arriver si vous avez un fournisseur unique. L'intérêt serait de trouver justement des fournisseurs concurrents et de valoriser ceux qui s'engagent. Donc, est-ce que votre question traite surtout de problématiques où vous n'avez qu'un seul fournisseur ? Là, actuellement, je suis pas en poste, oui, mais il y a une époque où j'avais qu'un seul fournisseur, oui, tout à fait. Et qui n'était pas du tout dans une démarche RSE, que ce soit sur les emballages, que ce soit sur tout. En fait. Ouais, je comprends. Alors, une réponse quand vous trouvez… C'était assez compliqué. Ouais. Quand vous vous trouvez dans un cas avec un seul fournisseur, de toute façon, vous allez établir un contrat. Ce qui veut dire que vous devez travailler avec aussi votre service achat pour qu'il intègre ces critères environnementaux dans le contrat. Ce qui fait que quand le fournisseur signe un contrat avec vous, il est obligé d'y répondre. D'accord. OK. Donc, on trouve des fournisseurs qui sont dans une démarche RSE. Ils sont très souvent plus chers. Oui. Que les fournisseurs classiques, justement sous le prétexte qu'ils sont dans une parfois pseudo-démarche RSE. Oui, tout à fait. Malheureusement, je vais pas vous apporter de solutions pour faire diminuer les coûts de vos fournisseurs, mais par contre, moi, je crois à ce principe de mettre en place des achats responsables. Ça mettra du temps. Et en fait, je pense qu'une majorité de fournisseurs va être obligée d'y passer. Donc, on peut se dire que ça prendra peut-être un peu de temps, mais qu'à terme, ce différentiel de coûts devrait disparaître. Et effectivement, on peut se retrouver face à ces problématiques. Maintenant, il peut être aussi intéressant justement de les accompagner, ces fournisseurs. Je prends la problématique de la distribution et des livraisons qui sont faites sans optimisation. Ça a aussi un coût, ça, pour le fournisseur. Il faut qu'il en soit conscient. Et souvent, il ne se pose pas la question, c'est quand on parle de coût global, il ne se pose pas cette question, il voit juste le coût de fabrication de son produit et de combien il va vous le vendre. Et en fait, il faut qu'il intègre vraiment ces critères et il faut peut-être justement les amener à réfléchir là-dessus, sur cette partie d'avoir une vision plus globale du coût de leurs produits, en fait. D'accord, oui. Comme on dit, pour gagner, il faut savoir perdre, entre guillemets, perdre un petit peu de temps et s'engager un petit peu financièrement pour à long terme gagner. Ouais. Okay. Ouais, tout à fait. Merci. Après, j'ai vu un exemple d'une maternité justement qui a décidé de changer ses couches culottes. Alors, ils ont pris le risque d'avoir des couches culottes qui sont plus chères, mais qui sont saines. Mais du coup, c'est vrai que pour faire passer cette donnée auprès des services achats, ça a été un petit peu problématique parce que l'acheteur ne voyait que la ligne de coût qui allait augmenter. Par contre, cette démarche a été globale. Ils ont aussi travaillé sur leur manière de faire le nettoyage dans la maternité. Ils ont supprimé les produits chimiques. Donc, c'était une ligne de coût qui a disparu au bénéfice des couches culottes qui étaient plus saines. Donc, il faut aussi raisonner en global et pas que sur la ligne de coût de votre achat. D'accord. Ok. Merci. Il y a d'autres questions ?
Alors, il y a plusieurs questions dans le fil de discussion. D'une part, quels seraient les documents preuves à réclamer à nos fournisseurs? Ouais. Alors notamment, il y a toute la partie certificat, donc c'est qui vous fournissent, quand il y a une accréditation, une certification, qui vous fournissent les certificats à jour. Donc ça, vous pouvez les demander. Savoir s'ils ont réalisé un bilan des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est pareil. S'ils l'ont fait, ils n'ont aucune raison de ne pas vous le fournir parce que ce n'est pas un document qui est forcément confidentiel. J'essaye de reprendre tout le fil des documents qui peuvent être demandés. Après, la composition exhaustive et les fiches de données de sécurité, ça c'est quelque chose aussi qui est indispensable. Et ça, c'est un produit chimique qui est mis sur le marché doit être accompagné d'une fiche de données de sécurité. Donc ça, un fournisseur ne peut pas refuser de vous le fournir. Est-ce que je réponds un peu à l'ensemble de votre question? Alors après, il y a deux autres questions, toujours dans le fil de discussion. Donc, les centrales d'achat donnent parfois des indicateurs vers quelles sont leurs valeurs. Tout à fait. Et bien, la centrale d'achat est aussi un de vos prestataires, un de vos fournisseurs. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en droit de leur demander aussi quels sont leurs critères d'analyse pour mettre ces indicateurs verts. Donc, eux-mêmes, en tant que fournisseurs prestataires, ils doivent avoir une transparence là-dessus. Et donc, ce qui vous permettra de voir jusqu'où va l'évaluation. Sachez que certaines centrales d'achat posent des questions et en fait se contentent d'une réponse déclarative. C'est avez-vous mis en place une démarche de certification? On répond oui, c'est bon, mais ils ne vont pas regarder s'il y a un certificat, ils ne vont pas regarder si le certificat est à jour. Et ça, en fait, c'est vous, dans votre questionnement avec vos centrales d'achat, que vous devez l'avoir aussi. La centrale d'achat est un fournisseur et un prestataire comme un autre finalement. Je parle de produits, mais je parle de services. Donc en fait, c'est aussi à vous de leur poser la question et ils doivent vous répondre correctement sur comment seront traités ces produits qui seront soi-disant labellisés verts. Étiquetés verts, je veux dire. Oui. Il y a une autre question, David, qui est pouvez-vous nous rappeler les éléments à demander concernant l'ISO 14001? D'accord. Alors là, je vais être embêté parce qu'il faudrait, j'ai pas toute la norme ISO 14001 en tête et j'aurais peur d'oublier des exigences. Donc, si vous voulez, donc ça serait un peu dommage que je vous fasse qu'une réponse parcellaire. Je veux bien que, est-ce que j'ai mis mon adresse mail à la fin? Non, je ne l'ai pas mise. Mais en fait, vous pouvez envoyer un mail envoyez-moi un mail. Alors, mon adresse, pardon, excusez-moi, je vais essayer de prendre les choses dans le bon ordre. Donc, mon adresse, ça va être david.bricio@agenceprimum.fr. Vous m'envoyez la question par rapport à ça et je préfère vous faire une réponse complète qu'une réponse parcellaire, en fait. Si plusieurs personnes sont intéressées par cette question, je répondrai à tout le monde là-dessus. Et là, ça nécessiterait un autre webinaire que sur l'ISO 14001, du coup, je pense. Une autre personne a répondu en disant que pour l'ISO 14001, il faut simplement demander leur certification, c'est-à-dire le document attestant comme quoi ils sont bien certifiés. D'accord. Alors en fait, j'ai pas compris la question. Pour moi, c'était quelles sont les exigences qu'il y a dans la norme ISO 14001. Et donc là, c'est une succession d'exigences. Maintenant, pour savoir si quelqu'un est certifié ISO 14001, effectivement, c'est comme ISO 9001, c'est juste un certificat à jour. Donc c'est qu'un papier. Maintenant, si vous voulez savoir le détail de ce qui est demandé dans l'ISO 14001, là, effectivement, c'est là où, pour moi, la réponse, elle est plus globale. Effectivement, on peut rappeler du coup que quand on demande une certification, on peut aussi demander des exigences qui sont comparables. De la même chose pour un label. On peut ne pas exiger un label, mais exiger un certain nombre de points qui sont énumérés à l'intérieur, par exemple. Tout à fait. Et c'est ce que je vous avais dit au début du questionnaire avec le label THQSE. Il reprend toutes les exigences de l'ISO 14001, mais il en fixe d'autres. Donc, si vous voulez avoir ce détail des exigences qui sont prises dedans, là, il faut vraiment se poser avec l'organisme certificateur. En fait. Est-ce que je peux peut-être compléter, David? J'avais quelques données en tête. Donc, sur la question comment
impliquer les prestataires dans une réponse plus positive que celle qu'ils pourraient vous donner aujourd'hui sur leur engagement en termes de développement durable. Pensez qu'il y a d'une part leur engagement en tant qu'organisation, et là c'est toujours bien effectivement de les solliciter, mais ça n'impacte pas directement votre établissement. Ce qui peut être intéressant, comme vous le disiez David, c'est de les inciter à répondre à vos besoins par des critères d'achat, mais aussi de rémunérer cette performance qui serait à votre bénéfice. Je vous prends un exemple, celui des déchets que je connais. C'est par exemple un établissement qui a X tonnes de carton, X quantité de rotation du compacteur à carton pourrait rémunérer le prestataire qui réduit le nombre de transports à hauteur par exemple de 20% des transports évités. Le prestataire recevrait une rémunération qui finalement l'incite à être performant et impacte à la baisse les émissions de votre établissement. Donc ça, c'est des choses que l'on peut imaginer transposer alors sur des emballages peut-être à hauteur de quelques centimes parce que quelque part, vous payez aussi la gestion de ces déchets-là. Mais on peut imaginer d'avoir une rémunération à la performance du prestataire qui, là, pour le coup, est une incitation assez significative. Sur les documents à demander, même si vous posez cette question, vous n'êtes probablement pas dans des démarches d'achat public parce que les achats publics intègrent déjà un certain nombre de preuves à demander, mais en tant qu'acheteur privé, vous pourriez vous approprier totalement ce processus et ne serait-ce que la viabilité fiscale, tout ce qui est réglementaire fait partie des pièces que vous pourriez demander. Et on l'oublie souvent, mais par exemple, une entreprise qui ne respecterait pas les accords égalité hommes-femmes, qui n'aurait pas un plan d'action associé, un certain nombre de sujets sociaux comme ça qui ne seraient pas respectés, ne peuvent pas en principe répondre au marché public. Pourquoi ne pas leur demander aussi des compléments sur cette thématique-là pour vous assurer que ces entreprises ont une organisation vertueuse en interne? Voilà, ce sont deux propositions supplémentaires. Merci Cédric. Il y a d'autres questions qui sont arrivées ou... Oui. Existe-t-il des aides de l'État concernant les engagements RSE? À ma connaissance, aucune. Non, je suis désolé. Pour moi, il n'y en a aucune. Il n'y a pas d'aide, mais il est censé y avoir des pénalités. C'est-à-dire que ce que l'on donnait comme exemple pour le respect de l'égalité homme-femme, par exemple, une entreprise qui ne le respecterait pas aurait des contraintes financières. Aujourd'hui, on sait qu'elles ne sont pas forcément appliquées, mais s'il n'y a pas d'aide, en tout cas, il y a des pénalités envisageables sur un certain nombre de points de base, entre guillemets. Mais comme tu l'as dit, malheureusement, on peut confirmer que ce n'est pas appliqué. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais conclure. Je vous remercie tous pour votre écoute et votre participation. Ah, j'ai une autre question qui arrive ou pas? Parce que ça vient de… Non. D'accord. Et puis, je vous donne rendez-vous, enfin pas moi, mais mon collègue Jean Gass, vendredi prochain à la même heure, pour un nouveau webinaire dont la thématique sera de comment maîtriser son propre impact carbone. Voilà. Sachez que les webinaires peuvent être revus en ligne. Nous en avons fait depuis début juin de mémoire. Ça commence à faire une belle bibliothèque de webinaires à pouvoir consulter sur toutes ces thématiques en lien avec la RSE et le développement durable. Et merci à tous.